Bonjour à vous. Je m'arrête un peu sur Medvedev parce que en fait, on parle dans la presse, on dit que c'est un homme qui est fini, qui est obligé de suivre Poutine dans son discours, et que en fait, bon ben voilà, il s'est grillé tout seul. Bon alors après, il, Medvedev a quand même ouvert une chaîne dans laquelle il a 1 million et plus d'abonnés, où on l'appelle Demon. Et dans cette chaîne-là, eh bien, il invective, il attaque les pays occidentaux, Kiev, l'Ukraine, la Pologne, tout ça. Il atomise tout ça donc au lance-flamme. Et puis, il manque pas non, de dire ce qu'il pense avec qui il veut, quand il veut, où il veut, même selon donc les interviews qu'il donne dans les médias, même internationaux. Eh bien, il se cache pas du tout qu'il est absolument donc radical, très ultra nationaliste à la limite, puisque en fait il vomit sur l'Occident. Alors, est-ce que c'est ça qui le fait exister? Bon, moi j'en suis pas si certaine que ça parce qu'il y a d'autres choses dans sa vie, hein, mais en attendant, bon, qu'est-ce que va devenir Medvedev après Poutine, imaginons. Bon, de toute façon, on en parle tout à l'heure, on verra bien. Et alors, présentation du personnage, 58 ans, chrétien orthodoxe, russe. Il a fait des études de droit, donc ensuite il navigue énormément dans le milieu donc, des affaires, où apparemment, d'après Navalny, qui est en prison, puisque c'est la principale opposition à Poutine, eh bien, d'après lui, il serait corrompu et il serait immensément riche, ce qui signifie beaucoup de choses dans la bouche de Navalny, on va dire. Bon, alors en gros, maintenant, Medvedev, depuis 2020, eh bien, il est vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, poste aménagé par Poutine pour lui. Ensuite, là, récemment, donc, il a... euh, il a dirigé aussi, pas récemment, mais en 2000, hein, dans les années donc, qui ont fait que Poutine donc, s'est présenté à la présidence de la Russie. Eh bien, c'est lui qui a mené donc la campagne de Poutine dans les années 2000. Ensuite, Poutine a créé une commission militaro-industrielle où il occupe, lui, Poutine, bien sûr, la première place, et Medvedev en occupe la deuxième. Et c'est encore cadeau, c'est un poste créé pour Medvedev. Euh, Medvedev, durant tout son temps, il a fait à travers donc ce qu'il faisait, hein, pour gagner sa vie, mais il a quand même suivi une sorte de cursus politique, puisqu'il a été aidé, épaulé par Poutine. Voilà, bon, bah, vous savez que dans le milieu politique, les gens s'aident beaucoup, hein, et il y a des protections, il n'y a pas qu'en Russie, hein, donc il y en a partout. Alors lui, bon ben, par exemple, en janvier 2000, il a été promu par le grade le plus haut qui puisse exister en Russie, c'est-à-dire qu'il est devenu conseiller d'État effectif de la Fédération de Russie de première classe. Toujours en 2000, eh bien, il a siégé donc au conseil de surveillance de Gazprom, puis en 2002, il en est devenu le directeur. En 2005, il a été le premier vice-président du gouvernement. Donc voilà, donc pour vous indiquer un peu qu'il a quand même navigué un peu à droite à gauche, qu'il a eu une distinction la plus honorable. Voilà. Et entre 2004 et 2012, il a aussi commencé donc à fonder des organisations, si vous voulez, pour donner un petit peu plus de visibilité, de clarté, pour réglementer, pour aussi moderniser. Alors par exemple, il a créé l'organisation, le service fédéral donc de supervision
des communications, donc c'était pour donner plus de parole donc, à la presse, puisque vous savez qu'en Russie, il y a une presse étatique, donc pour donner une liberté d'expression. Or là, bon, ben, il s'est trouvé confronté aux Anonymous, qui, pour manifester leur contentement, parce qu'ils lui ont dit en fait oui, sous prétexte que tu veux peut-être rendre la parole plus libre, mais en attendant c'est toujours autant censuré, et donc leur mécontentement s'est manifesté surtout par la base de données qui a été hackée par les Anonymous. Et puis en plus, ils lui ont dit aussi, en gros, eh bien, que cette espèce de service-là qu'il avait mis en œuvre, eh bien, c'était le bras armé du Kremlin. Ensuite, voilà, donc après, il a créé aussi un comité d'enquête concernant, donc en marge du parquet russe, hein, du ministère de la Justice russe. Il a créé ce comité sur décret en 2011, je crois. Et ça s'occupait surtout donc des affaires de corruption, des crimes de guerre ou des actes de terrorisme, etc. Donc voilà, c'était une sorte de bras judiciaire. Voilà. Donc tout ça, avant et pendant son mandat, tout ça, donc, ça n'avait qu'un seul but, c'était moderniser cet État, c'est-à-dire cet appareil d'État, et ensuite aussi réglementer les services publics, alors que ce soit dans le domaine de la justice, que ce soit donc dans le sport, dans le social, l'éthique, les effets, donc les effets sociétaux, quoi, hein, donc la sociologie, etc. Donc, il a voulu surtout, et pendant son mandat, donc il a voulu moderniser donc, ce qui était les nouvelles technologies, parce qu'il voulait que la Russie donc, soit l'égale des sociétés occidentales qui, elles, étaient en train d'émerger, notamment en Amérique, étaient en train d'émerger concernant les nouvelles technologies. Donc voilà, il a donné un gros coup de pouce là-dessus, parce que voilà, il avait en plus... Alors, il a continué, si vous voulez, en quelque sorte, il a continué donc... ce qu'avait donc amorcé Poutine quand il est arrivé donc au pouvoir, c'est-à-dire qu'il s'est tourné, Poutine s'est tourné vers l'Occident pour donner de la démocratie à la Russie, pour on va dire commercer avec l'Occident, etc. Donc il y avait une ouverture sur le monde, il y avait une ouverture sur le monde occidental également, et donc lui, Medvedev, qui est plutôt donc un homme d'affaires, et bien donc lui, sa ligne, c'était surtout donc le libéralisme, et effectivement, il a donné une nouvelle ère donc à ce qu'avait commencé donc Poutine. Et de la même, bon, il a eu une très bonne entente avec les chefs des gouvernements occidentaux, notamment aussi avec les Américains, et c'est vrai que par là, bon, tout allait assez bien, et même pendant son mandat, justement, eh bien, il a eu des gens qui devenaient fans de sa politique, qui étaient prêts même à voter pour lui, puisqu'il avait aussi une certaine velléité donc à briguer un deuxième mandat. Alors, briguer un deuxième mandat, est-ce que c'était le deal avec Poutine? Donc, pendant son mandat, du fait que c'était un libéral, bon, c'en est un toujours, mais c'était un libéral donc à cette époque-là, pour mettre en marche sa politique, notamment sur l'économie russe, eh bien, donc il a amendé, il a créé, et ensuite il s'en est pris, si vous voulez, aux sociétés étatiques d'une très grande notoriété, à savoir qu'il a dit, il a commencé par dire, je vais privatiser ces sociétés. Bon, déjà,
Il y a eu un petit hic parce que dans cet appareil d'État, hein, vous savez, cette espèce de nomenclature, hein, donc c'est, c'est bien en place, c'est très difficile de faire bouger les lignes. Alors là, il y a eu un certain Surcouf qui a dit, ouh là là, la démocratie, comme ça risque de faire naître une certaine instabilité en Russie. Déjà, il s'est trouvé bien confronté à ces gens-là qui sont là, je vous dis, depuis un certain temps. Voilà. Et puis en plus, comment dire, mais Medvedev n'est pas Poutine. Après, donc, il a aussi dit, bon, il faut absolument que les ministres quittent les conseils d'administration de certaines sociétés. Donc pour lui, c'était pas normal. Alors bien évidemment, vous pensez bien que là aussi, hein, ça commençait un peu à... euh, il y avait de l'eau dans le gaz, hein, du fait qu'il s'attaquait carrément donc au réseau, à l'influence de Poutine. Donc euh, en Russie, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux clans, on va dire, qui s'opposent, hein. Vous avez donc le clan des affaires, voilà, des gens qui font les affaires. Et puis vous avez l'autre clan qui est un petit peu plus ferme, même beaucoup plus ferme, puisque en fait, eh bien, c'est surtout l'armée, la police, la sécurité qui forment un peu ce clan. Donc ces deux clans s'opposent et des fois, ben, c'est pas si évident que ça. Et en effet, donc Medvedev, à l'époque. Donc il avait dans le viseur un certain Igor Setchine. Alors Igor Setchine, eh bien, c'était à l'époque sous le gouvernement donc, de Poutine. Hein. Eh bien, il était quand même vice-premier ministre et en plus, il était dans l'industrie stratégique donc du gaz et du pétrole. Donc, Setchine, maintenant, est toujours dans le pétrole, puisqu'il est toujours PDG donc, de la société Rosneft. Voilà. Il s'était illustré aussi parce qu'il s'était énormément rapproché de l'anglais BP. Voilà. Je crois qu'il même il avait fait intervenir un conseil d'administration. Enfin bon voilà, donc ça avait été remarqué de la part donc, du gouvernement russe. Ok. Mais en attendant, cette Chine, il était à l'époque et il est toujours donc très influent. Il était à l'époque et il est toujours très riche. Il était à l'époque et il est toujours, on va dire, une sorte d'éminence, d'éminence grise donc de Poutine qui justement l'écoute énormément. Voilà, parce que c'est un personnage. D'abord, c'est un ancien officier du KGB comme l'était Poutine, donc ils se connaissent, ils sont à peu près de la même génération. Donc, en plus, cette Chine, vous en avez certainement entendu parler quand il y a eu les yachts là, qui ont été saisis. Bon, lui, il avait deux ou trois yachts, je crois, et il y en avait un qui mouillait dans le port de La Ciotat. Bon, bah, il y a eu cette affaire de saisie de yachts. Il y en avait un qui lui appartenait. Ok, bon. Alors, donc, quelque part, sous l'effet donc de ces deux clans qui s'opposent, eh bien, Medvedev voulait se débarrasser un peu de ses ministres, puisque lui, Medvedev, c'était la privatisation, le libéralisme à l'occidental, voilà. Bon. Alors, ça n'a pas trop plu, effectivement, donc à Poutine, hein, je vous dis, parce que, en fait, d'abord, des velléités de briguer un deuxième mandat. Ensuite, bon, là, avec cette Chine, il s'attaquait directement à l'influence des personnes dans cet appareil d'État qui était proche donc, de Poutine. Et donc, Poutine
a eu l'occasion, on va dire, de remettre à l'endroit ce qu'il estimait et ce qu'il estimait que Medvedev avait mis à l'envers, quand, quand il y a eu l'affaire de la résolution à l'ONU, c'est-à-dire que Medvedev, par rapport à l'intervention internationale en Libye, c'est-à-dire de la France, du Royaume-Uni et de l'Amérique, eh bien Medvedev n'a pas utilisé son droit de veto. Sur ce, Poutine a sauté à pieds joints sur l'occasion, parce que, en fait, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des gens qui était fervent de sa politique, qui était fan de Medvedev, voilà. Eh bien, Poutine a dit à Medvedev, il a reproché à Medvedev de ne pas avoir utilisé son veto. Ensuite, Poutine, toujours aidé de son complexe militaro-industriel, de cet establishment qui est autour de lui, comme ça, donc qui est très puissant, eh bien, il a réussi à retourner l'opinion, c'est-à-dire les gens qui étaient en faveur, quelque part, donc, de Medvedev, parce que Poutine a souligné donc que la Russie était une nation forte. Quelque part, il ne faut pas se mettre carpette devant l'Occident. Voilà. Donc ça, ce sont des valeurs qui plaisent aux Russes. Et en 2 temps, 3 mouvements, en plus, il a ressorti tout ce qu'il n'aimait pas chez les Américains, tout ça. Donc, eh bien, il en a profité, je vous dis, pour faire demi-tour à cette opinion qui était prête à dire oui, ok, pour un 2e mandat. Et revoilà Poutine, eh bien, président de la Fédération de Russie. Donc, à ce moment-là, exit les velléités de Medvedev, et puis voilà, Poutine, il est là jusqu'à maintenant. Alors, Medvedev aussi, il a essayé de donner un souffle nouveau, etc. Mais pendant son mandat, n'oublions pas que pour sa politique étrangère, il était aussi très dur avec les gens qui étaient pro-occidentales, ou les gens qui étaient plutôt pro-occidentaux. C'est plus français. Donc, par exemple, l'affaire, je vous la fais très courte, l'affaire de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Alors, Medvedev, carrément, il a décidé d'envahir ces 2 régions géorgiennes, donc qui étaient des régions séparatistes, voilà, mais qui étaient aussi protégées par Moscou. Donc, il a décidé donc de les envahir. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Saakashvili, président de la Géorgie, avait des velléités lui aussi, il avait surtout la volonté de rétablir le pouvoir géorgien dans la capitale de l'Ossétie du Sud. Donc déjà, il y avait déjà eu un conflit bien en amont de ça, mais enfin, quelque part, c'était un peu encore des résidus de cette guerre qui s'était produite. Et puis après, Medvedev, lui, il a fait une sorte de conflit militaire là, qui a duré 9-10 jours à tout casser. Et Saakashvili, voilà quoi, c'est tout. Et donc Medvedev a déclaré donc, par décret l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Gros, très gros, mais voilà. Après, il s'est aussi même illustré, même s'il avait de très bons rapports donc, avec Obama, sous l'ère d'Obama, donc, parce qu'il y a eu cette histoire des boucliers donc, antimissiles, parce que Obama voulait déployer ses boucliers antimissiles du côté de l'Europe de l'Est. Medvedev, lui... ça ne lui plaisait pas du tout, certainement que ça ne devait certainement pas plaire non plus à Poutine à l'époque, bien sûr. Eh bien, à Obama, Medvedev a dit, il n'a pas dit comme ça, il a dit, ok, Guy, tu veux donc déployer tes boucliers, il n'y a pas de souci, moi je vais faire de même et je vais les positionner sur l'oblast de Kaliningrad. Donc du coup, Obama est redescendu de 3-4 marches de son échelle. Et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Donc maintenant, nous revoilà donc avec Medvedev qui est
dans l'entourage de Poutine, bien évidemment, et comme je vous dis, donc il a créé cette chaîne Telegram qui a énormément de succès, hein, puisqu'apparemment il y a beaucoup de gens qui le suivent et qui sont très friands de ce qu'il dit, et comment il le dit surtout. Bon, alors, par exemple, vous avez récemment, donc, vous avez eu le G7. Alors, le G7, Medvedev, là, par rapport à ce qui s'est passé hein, au G7, eh bien, Medvedev a menacé le G7 d'arrêter l'exportation donc, des céréales par la mer Noire si le G7 donc, avait décidé de réduire les exportations vers la Russie. Alors, Medvedev, toujours à travers son canal Telegram, hein, ben, il a dit d'une part que le G7, les membres du G7 n'avaient pas de cerveau, voilà, et réciproquement, s'ils arrêtaient donc cette exportation, donc, eh bien la Russie bloquerait à son tour, c'est pas difficile, toutes les importations donc vers l'Occident. Et il a menacé en disant ce sera autre que les accords céréaliers et autre chose. Donc, il fallait savoir ce qu'il voulait dire. Mais en attendant, voilà, il rentre dans le lard du G7, il dit ce qu'il pense, et est-ce que ça a eu un poids? Parce que, bon, ça je ne sais pas si ça a eu un poids, peut-être que les membres du G7 ensuite ont réfléchi, hein, et en fait, eh bien, le G7 a renouvelé la mise en œuvre de l'accord qui avait été fait et qui portait sur l'exportation de céréales. Donc tout est rentré dans l'ordre. Alors je ne vous dis pas que ce qu'il a dit, ça a eu un poids, mais on se pose la question aussi de savoir si ça n'a pas eu peut-être un tout petit poids. Après, concernant par exemple le mandat d'arrêt international, là aussi, donc, qui a été lancé contre Poutine, il s'est permis de dire contre ce mandat, ce bout de papier, ben, il a dit, bah, c'est du papier toilette, quoi. D'ailleurs, de dire, mais on s'en fiche, mais royal, quoi. Voilà. Après, donc, il a même dit que le G7, ben, c'était comme le 4e Reich. Vous voyez, donc il provoque, il invective, il insulte quand il dit par exemple que les Ukrainiens c'est des cafards, c'est des nazis, etc. Il se cache pas, parce qu'en fait il dit qu'il déteste ouvertement le gouvernement ukrainien et que en fait d'après lui il faut être encore plus virulent que ce que fait donc Poutine quelque part. Donc il est très dur et même il a mis en garde l'Occident si par exemple, pour vous dire, hein, il a mis en garde donc l'Occident parce que sur la possibilité d'un conflit de haute intensité si les armes étrangères continuaient à affluer en Ukraine. Alors lui qui était si libéral, lui qui avait quand même commencé à diriger cet esprit démocratique à l'occidental, et bien tout d'un coup, il s'est retourné et il est devenu donc anti-occidental, d'où mon titre, Medvedev, l'anti-occidental de fait, parce que en fait, ce sont les Occidentaux qui l'ont rendu quelque part si amer. Voilà. Donc il a ce dégoût un peu maintenant de l'Occident et il devient de plus en plus donc radical, de plus en plus pro-russe parce que en fait la nation c'est la nation. Alors d'où la presse, par exemple, dans les journaux, on dit
que alors il est obligé de suivre maintenant Poutine dans le discours parce qu'il n'a plus le choix, il ne peut plus revenir en arrière. Bon, alors ça, je n'en suis pas certaine parce qu'en fait, je pense que c'est un électron libre maintenant du fait qu'il est sorti de cette espèce de costume politique, hein, quelque part, voilà, il a plus, il doit plus trop il n'est plus autant exigeant, mais en attendant, Poutine, lui, a endossé vraiment le costume d'homme d'État. Donc, je ne vous dis pas que Poutine est tendre, hein, voilà. Donc, Poutine, voilà, il nous envoie dire ce qu'il a à dire, mais il va le dire d'une certaine manière, avec une certaine diplomatie, tandis que maintenant Medvedev, lui, il est plus rustre et, et à travers donc sa chaîne, eh bien, il dit ce qu'il pense et je pense que Poutine doit le laisser parce qu'en fait ça correspond certainement à une sorte de d'acceptation hein, des Russes par rapport à ce qu'il dit. Hein. Alors donc, dans la presse toujours, même avec les élites un peu intellectuelles, un peu dissidentes, etc. Donc on lit que en fait, eh bien, il faudrait savoir si Poutine a toujours la même popularité auprès des Russes hein, par rapport à cette guerre qui traîne. Justement, par rapport à cette guerre qui traîne, il faudrait peut-être aussi provoquer la chute de Poutine qui arrêterait cette guerre, parce que même Medvedev a dit que la guerre en Ukraine risquait de durer très longtemps. Même il y a des gens sur les médias mainstream, j'en ai entendu parler, qui disaient un peu la même chose. Donc voilà. Et puis, est-ce que maintenant il va y avoir les élections de 2024? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des fomentations pour mettre un peu Poutine de côté? Hein, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors, ces fameuses élections, quel rôle aurait Medvedev si par exemple Poutine donc, ne venait pas se présenter ou ne venait pas donc, à être réélu? Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que donc en 2018, Poutine avait dit non, non, moi je ne vais pas réviser la Constitution, j'ai pas envie de rester jusqu'à 90 ans, etc. Bon, sauf qu'en 2021, il a modifié la Constitution, ce qui lui permet actuellement de faire un troisième mandat. Alors, soit il fait un troisième mandat sous prétexte qu'il y a une sorte d'état d'urgence avec la guerre, donc c'est pas bon de remettre, de faire des élections, et il reste au pouvoir. Soit il dit non, bon, ben je laisse la place à d'autres, et là, quels vont être les autres? Je ne sais pas, peut-être que Medvedev va se présenter à son tour. Est-ce qu'il y aura des gens ou même des femmes qui vont, je ne sais pas, hein, peut-être que maintenant, avec les nouvelles générations, il y a peut-être les esprits ont quand même commencé à changer, même si ça reste dans une certaine homogénéité donc de la pensée russe, ben, pourquoi pas une femme, hein, voilà. Donc, est-ce que Poutine va dire à Medvedev, oui, ben, il faudrait peut-être que tu poses ta candidature, etc., etc. Et puis, parce que je vous disais, il y a quand même maintenant du fait que les gens qui ont connu l'URSS, on va dire l'ex-Russie soviétique, bon, ben, il y en a de moins en moins. Hein. Donc voilà, les générations changent, les mentalités changent quand même. Alors là, c'est le coup de le dire. Donc, est-ce que vraiment Poutine va se présenter ou est-ce que Poutine va dire stop et il deviendra à ce moment-là sénateur à vie? Alors, à propos du mot à vie, il a promulgué là une loi concernant l'immunité. Alors l'immunité avant était donnée donc aux chefs d'État russes pendant leur mandat. Maintenant, c'est comme les antibiotiques, hein, il a élargi le spectre. Et puis en fait, eh bien, il donne l'immunité aux chefs d'État à vie.
Voilà, donc on ne pourra pas venir les chercher pour des crimes de guerre, pour de ci, pour de là. Bon, alors peut-être que dans la Cour européenne, la Cour pénale internationale, peut-être le recherchera, j'en sais rien. Mais lui, en attendant, en Russie, c'est comme ça. La loi est promulguée, l'immunité d'un chef d'État est à vie. Point barre. Donc je vous disais que si, par exemple, il ne cherche pas à rester au pouvoir, hein, en fonction de ses élections ou pas de ses élections, ça on en saura un petit peu plus, eh bien, le rôle de sénateur à vie lui donne quand même aussi l'aval ou le veto quand il y a quelqu'un qui se présente. Il pourra dire oui, il pourra dire non. Voilà, donc il a quand même encore énormément de pouvoir, tout en sachant qu'il a toujours beaucoup, beaucoup de pouvoir. Voilà. Donc, après, ben, peut-être que Medvedev va se présenter encore une fois. Bon, ça, on n'en sait rien, on verra plus tard. Bon, petit aparté pour les BRICS. Vous avez vu ce qu'il a dit, Poutine, il a émis une condition par rapport aux pays qui veulent entrer dans les BRICS, parce que vous savez que maintenant, il y a beaucoup de pays qui veulent entrer dans les BRICS. Alors là, déjà, bon, le sommet prochain qui va se dérouler en Afrique du Sud, donc on va savoir si effectivement l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui ont fait une demande officielle, vont entrer donc dans les BRICS. Bon, ça c'est à parier que c'est ok, hein. Mais là, donc il a dit, j'émets une condition pour ces pays-là qui toquent à la porte. Alors, si les pays qui toquent à la porte ont accepté et participé donc aux sanctions contre la Russie, eh bien ces pays n'entreront pas donc dans les BRICS. Donc Poutine, eh bien voilà, il a déclaré la guerre donc à l'Occident d'une certaine manière à travers les BRICS aussi, hein. Et puis à travers aussi donc l'idéologie d'abord que l'Occident veut imposer donc au peuple européen et dont Poutine refuse totalement, rejette totalement cette espèce d'idéologie qui, qui va être mise en place. Alors pour revenir à Medvedev, eh bien Medvedev est un faucon, comme au même titre que les faucons qui entourent Biden et qui le conseillent. Eh bien lui, il est devenu un faucon parce que il a l'oreille de Poutine et que en fait aussi c'est la branche dure du quelque part des conseils donnés à Poutine. Voilà, donc Poutine qui l'écoute bien évidemment, puisque Medvedev est toujours là, mine de rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais un peu à dire sur Medvedev. Ensuite, on verra bien, on suivra les choses, l'évolution des choses. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!